On arrive sur un Key Feature Points. Donc, on a Younes, 29 ans, qui a une paraplégie complète, secondaire à un syndrome de la queue de cheval, post-traumatique d'un accident de voiture avec une fracture burst de L2. Depuis 6 mois, il utilise un fauteuil roulant manuel dans tous ses déplacements et il a repris son travail d'architecte. Il fait 30 minutes de trajet en utilisant les transports en commun pour y aller tous les jours. Et depuis 2 semaines, il se plaint de difficultés à faire avancer son fauteuil roulant, après une période de quelques jours où il avait quand même bien mal à l'épaule gauche. Votre examen révèle une faiblesse à gauche dans les mouvements de rotation externe quand vous lui demandez de garder le coude collé au corps. Okay. Je check la caméra. Non, on ne le voit pas du tout. Voilà. Il n'arrive pas à faire ce mouvement. Donc, quel est le diagnostic le plus probable? Mel dit conflit sous-acromial. Thomas dit rupture du sous-épineux. Les autres, vous avez envie d'essayer? Pas trop, on dirait. Ok, on va revenir donc. Rupture coiffe des rotateurs sus-épineux, je pense, dirait Juliette. D'accord. Donc c'est Thomas qui avait raison. C'est plutôt en faveur d'une rupture de la coiffe des rotateurs. Donc Juliette avait dit bon aussi, mais c'est plutôt l'infra-épineux ou sous-épineux qui a l'air touché et ou le petit rond qui est un autre muscle qui permet de faire la rotation externe. Le sus-épineux, Juliette, est plutôt abducteur et antépulseur d'épaule. Donc, je viens sur ma caméra. Antépulsion, abduction, ça c'est des mouvements plutôt qu'autorisent le sus-épineux. Alors que rotation externe, c'est sous-épineux ou petit rond. Donc là, vous avez répondu rupture et vous avez eu tout à fait raison. Rupture d'un tendon, de la coiffe des rotateurs. Ça aurait pu être aussi une tendinopathie, mais la tendinopathie aurait fait mal sans avoir une vraie faiblesse. Quand il y a une vraie faiblesse, c'est plutôt en faveur de la rupture du tendon. Je reviens sur la fenêtre. Donc, les questions. Quelle manœuvre et ou signe vous aurait orienté vers un conflit sous-acromial? C'était la réponse de Mel. Donc justement, on va regarder un peu ce que c'est. Je vous laisse voir la liste un petit peu des réponses possibles et me dire les signes qui orientent vers un conflit. Il y a 3 bonnes réponses. Ok, Nir, Yokum, Hawkins, pardon, oui, c'est donc la réponse B, C et H, effectivement. Bravo, donc là vous avez cité les 3 signes de conflit sous-acromial. Donc je passe les quelques questions et après on fait un petit topo sur l'examen de l'épaule. On revient sur chacune de ces notions. Avant d'y arriver, je vais vous demander cette fois les signes d'une rupture de la coiffe des rotateurs. Ok, donc là il fallait répondre tous les autres, à part les 3 signes de conflit. Tous les autres sont des signes qu'on recherche et qui sont en faveur d'une rupture de la coiffe des rotateurs. Seul le palm-up test, le D, aurait pu être un petit peu tendancieux. On va revenir dessus, on va vous dire pourquoi. Donc, l'examen d'épaule. Alors, en temps normal, je ne suis pas en visio, je suis avec vous dans la salle et je demande à l'un d'entre vous de venir et on fait un examen en direct d'une épaule. Là, je vais essayer de le mimer moi-même, mais ce qui est difficile parce que normalement, ça demande un examinateur et un patient. Alors, comment vous examinez une épaule? C'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de pathologies d'épaule, en particulier dans les services de neuro, il y a beaucoup de patients qui se plaignent de leurs épaules et souvent on ne sait pas trop comment les examiner quand on est externe. Donc,
L'examen d'une épaule, il y a un premier temps qui est le temps d'inspection. Donc là, c'est hyper facile. Vous mettez l'épaule à nu et vous regardez. Si vous voyez une grosse boule quelque part, il suffit d'être tout à fait logique. Peut-être qu'il y a eu une luxation gléno-humérale ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, à l'inspection, vous pouvez voir aussi ici au niveau en fait un creux entre l'acromion et la tête humérale, comme une petite marche d'escalier, là, comme ça, qui est plutôt en faveur d'une subluxation de la tête humérale dans sa glaine. Ensuite, vous allez faire un examen des amplitudes passives de l'épaule. Donc là, j'ai un patient qui tient l'épaule et qui va aller regarder toutes les amplitudes de l'épaule, donc dans les 3 degrés de liberté, en antépulsion, en rétropulsion, ce qu'on appelle flexion et extension. En abduction, donc c'est passif, hein, c'est le médecin qui tient le bras et qui fait. Le patient, il fait rien, il se laisse faire. En abduction, en adduction, en rotation externe, en rotation interne. Et si pendant que vous faites ça à votre patient, là ça bloque. Là ça bloque, j'arrive pas à aller plus loin. Ok, je vais essayer vers l'avant. Non, ça bloque aussi. Et à chaque fois ça bloque à la même amplitude, hein, en y allant doucement. Ça bloque ici. Ça vous évoque quoi? Non, Thomas, pas spécialement un conflit. C'est exactement, Inès. Ça évoque une capsulite rétractile. La capsulite rétractile, c'est une espèce de fibrose. Il y a eu probablement à un moment une inflammation au niveau de l'épaule qui est suivie d'une phase un peu plus de rétraction des tissus de l'épaule et en particulier de la capsule, ce qui fait qu'en fait, les gens ils deviennent limités passivement dans certaines amplitudes. Ça peut faire mal, comme ça peut ne pas faire mal du tout. En général, ça fait mal au début et au bout d'un moment, ça fait plus mal. On a juste une limitation passive des amplitudes de l'épaule. Capsulite rétractile. Ensuite, une fois que vous avez regardé les amplitudes passives, vous allez faire les 3 tests pour rechercher un signe de conflit. Donc là, nous avons la manœuvre de Neer qui est passive aussi, hein. On se met à côté du patient, on prend son bras et on le lève vers l'avant en antépulsion ou en flexion. Et on regarde quoi? On regarde si ça fait mal. Les signes de conflit, ça fait mal. C'est pas des limitations, ou alors la limitation va être douloureuse. Le patient ne voudra pas aller plus loin parce qu'il a mal, ce qui est différent. Donc, s'il a mal quand on fait ça, c'est en faveur d'un signe de conflit, c'est la manœuvre de Neer. Quand on fait la manœuvre de Hawkins, on prend le bras du patient et on fait des rotations internes comme ça de l'épaule dans plusieurs plans de l'espace. Et si ça fait mal, c'est en faveur d'un signe de conflit. Enfin, le signe de Yokum, là pour le coup il y a un peu d'actif, c'est le patient donc, qui a sa main sur l'épaule opposée et qui doit lever le coude en l'air. Et vous mettez votre main et vous l'empêchez, il doit résister contre vous. Et à nouveau, si ça fait mal, c'est en faveur d'un signe de conflit. Et donc c'est pas forcément hyper clair pour tout le monde, c'est quoi un conflit sous-acromial? Donc un conflit sous-acromial, en fait, c'est quelque chose qui vient pincer l'espace entre l'acromion et la tête humérale. L'espace devient pincé et donc, quand on fait des mouvements, ça vient frotter et au bout d'un moment, ça fait mal. Pourquoi est-ce que ça peut pourquoi ça serait pincé et pourquoi ça pourrait frotter? L'arthrose, et vous savez que dans l'arthrose, il y a des ostéophytes et donc ça fait comme des petites pointes qui finalement finissent par faire mal aux tendons qui se situent justement dans cet espace sous-acromial. Il y a des tendons de la coiffe qui passent dans cet espace sous-acromial, qui se retrouvent pincés, et au fur et à mesure des mouvements, ça frotte, et donc les tendons finissent par être douloureux. Donc voilà, qu'est-ce que j'en étais où? Oui, voilà, donc c'est ça un conflit sous-acromial. Et donc oui, je disais donc l'arthrose, et ça peut être parfois tout simplement des gens qui ont, et ça arrive assez souvent, un acromion un peu pointu de façon constitutionnelle. Et donc le fait d'avoir répété des mouvements, au bout d'un moment, les tendons, ils n'aiment pas parce que c'est venu trop frétter sur cette pointe de l'acromion. Donc c'est favorisé par les mouvements répétitifs.
Ensuite, l'examen à proprement dit de la coiffe des rotateurs. Donc on va tester chacun de ces muscles de la coiffe des rotateurs par des tests bien définis, bien spécifiques. Le supraépineux ou sus-épineux, on l'a dit, sert à faire de l'antépulsion et de l'abduction. Donc là, on va te demander pour cette manœuvre qui s'appelle la manœuvre de Job, d'avoir la main pouce on dit vers le bas, ok, qui va venir 30 degrés d'antépulsion, 30 degrés d'abduction, donc comme ça en diagonale, et on va venir s'opposer au mouvement du patient qui va devoir lever le bras et vous vous y opposez. Donc à chaque fois, pour chaque muscle, c'est simple. Si ça fait mal, c'est plutôt en faveur d'une tendinopathie du muscle, du tendon dont on est en train de parler. Alors que s'il n'arrive pas à faire le mouvement, s'il y a une faiblesse, c'est plutôt en faveur d'une rupture de ce muscle et de ce tendon. Donc, vous faites le job, le patient il n'arrive pas à forcer contre vous, vous êtes en faveur d'une rupture du sus-épineux. Ensuite, le palm-up test permet de tester le long chef du biceps. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est un peu tendancieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le long chef du biceps ne fait pas à proprement dit partie de la coiffe des rotateurs. Mais bon, c'est quand même là, le tendon est quand même là. Il pose assez régulièrement des soucis, donc c'est bien de s'en occuper et de le connaître. Mais voilà, dire que le biceps, ça ne fait pas partie de la coiffe, oui, c'est vrai, parce que ce n'est pas un muscle qui vient coiffer votre tête humérale. Les muscles de la coiffe, ils viennent coiffer la tête humérale pour maintenir la tête humérale dans sa glaine. Et vous savez que la glaine de l'humérus est quand même vachement ouverte. C'est pas comme la coxo-fémorale englobante, elle est vachement ouverte. Donc s'il n'y avait pas ces muscles, votre épaule se luxerait en permanence. Donc, ils viennent la coiffer pour la stabiliser, la maintenir en place. Le long chef du biceps, non. Mais bon, c'est un peu comme dire que, je ne sais plus c'est quelle planète, Uranus, qui fait plus partie du système solaire. Bon, ok, techniquement ça en fait plus partie, mais c'est là quand même, quoi. Donc le palm-up consiste à mettre sa paume comme ça devant vers le haut et à forcer vers le haut contre le médecin. S'il y a une faiblesse, c'est une rupture. S'il y a une douleur, c'est une tendinopathie. Ensuite, le sous-épineux et le petit rond, donc on l'a dit, font les rotations externes. Rotation externe, vous pouvez le tester de plein de façons. Vous demandez au patient d'être comme ça, coude au corps, ou vous, médecin, vous venez le maintenir, vous demandez de faire une rotation externe et vous voyez s'il y arrive. Vous pouvez tester la rotation dans d'autres degrés de liberté, d'autres plans de l'espace. Et là, quand je suis là, je fais ça, c'est de la rotation externe. Donc c'est la manœuvre de patte en fait, où vous venez et il doit forcer contre vous derrière comme ça. Il n'y a pas d'image, mais il y a le signe du clairon. Le signe du clairon, c'est aussi pour tester la rotation externe, donc le sous-épineux et le petit rond. Le signe du clairon consiste à dire au patient, vous allez amener la main à la bouche comme pour crier. Ah! Et donc, en fait, on fait de la rotation externe. Là, il fait ça, il fait de la rotation externe pour arriver jusqu'à la bouche. Et vu que les rotations, s'il y a une rupture des rotateurs externes, il n'arrive plus à faire ses rotations externes, il va en fait compenser en mettant son coude plus haut, comme ça, au-dessus de l'axe de l'épaule. Et donc, il va faire ça, ce qui est en fait une méthode pour compenser le fait qu'il n'arrive plus à avoir la rotation externe. C'est le signe du clairon. Ensuite, pour le sous-scapulaire est un rotateur interne. Donc, vous pouvez tester en rotation interne comme ça, ou vous demandez à la personne de faire une rotation et vous allez forcer contre vous. Ou vous pouvez demander ce qu'on appelle le belly press, donc il vient vers son ventre en rotation interne et il est censé appuyer sur son ventre. Et quand on appuie en rotation interne, nos coudes ressortent vers l'avant. Et là, vous venez appuyer sur son coude. Et vous voyez qu'il est incapable d'appuyer sur le coude, d'appuyer contre vous avec son coude parce qu'il est limité dans sa rotation interne. Et enfin, il y a le lift-off de Gerber qui est en fait toujours de la rotation interne. Mais vous voyez, là, je fais de la rotation interne et là, je suis bloqué dans ma rotation interne par mon ventre. Mais en fait, s'il n'y avait pas mon ventre, je pourrais continuer en rotation interne. Donc là, on part du dos et on continue. Et en fait, on est capable, en faisant de la rotation interne, de décoller la main du dos. Si on n'y arrive pas, contre-résistance, c'est en faveur d'une rupture, voire même des fois, on prend la main, on la maintient ici pour le patient et quand on la lâche, on lui dit de rester là et hop, il n'y arrive pas. La main se recolle au dos parce qu'il y a une rupture du sous-scapulaire.
Ok, ça va pour l'examen d'épaule. Je passe. Pas facile, hein, l'examen d'épaule. Alors juste, une fois qu'on a dit tout ça, sachez que bah, on en parle parce qu'il faut l'apprendre parce que c'est dans vos items, en chiro-ortho en particulier, lésions ligamentaires de l'épaule et tout, item là-dessus. Mais sachez que tous ces examens cliniques ont une sensibilité et une spécificité extrêmement faibles. Ça veut dire qu'en vrai, on fait ces examens, à chaque fois on est ah tiens, c'est quand même vachement en faveur d'une rupture de ça, et après le patient on l'envoie à l'écho, etc. Et le radiologue dit complètement autre chose, quoi, les trois quarts du temps. Donc voilà, c'est d'ailleurs des sujets de discussion. Des fois, j'ai vu un congrès, moi, une fois, où il y avait quelqu'un qui était radiologue et qui faisait une présentation sur les ruptures de coiffe et qui disait à la salle bon, vous êtes gentil avec vos examens cliniques, mais en fait, ça sert à rien. Vous avez un doute, là, envoyez-le direct en, en écho, radio et tout. Commencez pas à dire au patient qu'il a ça parce que les trois quarts du temps, vous vous trompez. Et ça avait un petit peu froissé certains médecins dans la salle qui pensaient très fort que l'examen clinique, c'était quand même très important. Alors, je dis pas, hein, mais juste, il y a des études qui ont été faites sur le sujet et qui montrent que quand même l'examen clinique est de très faible sensibilité et de spécificité. Alors, qu'est-ce que tu dis, Thomas? Bon, je suis en train de cliquer n'importe où. C'est quoi ce truc de priorité là? Bon, je sais pas, j'ai mis ton message en priorité haute, on dirait. L'examen de première intention devant une suspicion de tendinopathie de la coiffe, c'est l'écho ou l'IRM. Alors, de première intention, c'est plutôt l'écho. Quand on a une pathologie de ce type-là au niveau épaule, on a tendance en première intention à demander écho plus radio. Et puis, dans un second temps, plutôt IRM. Et en général, si l'écho retrouve quelque chose qui est en faveur effectivement d'une pathologie de la coiffe, souvent l'échographiste va dire ok, on complète avec une IRM. Mais l'examen dynamique, l'écho est dynamique et donc c'est extrêmement intéressant quand vous êtes en train de tester s'il y a une rupture ou pas. Vous êtes en train de regarder les muscles et de faire bouger le bras en même temps et vous voyez des choses qu'on ne voit pas toujours sur une imagerie statique type IRM. Ou c'est qu'une photo, quoi, dans une position donnée. Dans ce contexte, quelle prise en charge vous pouvez proposer à la patiente en première intention?